Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la cybersécurité Cocomelon. Ici, on va voir comment faire un buffer overflow sur la pile sur Linux. Là, comme c'est sur la pile, il faut désactiver les protections qui empêchent l'exécution de code dans la pile. Première chose, sur votre hyperviseur. Par exemple, chez moi, j'ai un hyperviseur sur KMU KVM. Il faut désactiver le flag Enix sur le processeur. Donc, vous allez dans Édition, Préférences, dans Général, dans Enable, XML Editing, là il faut cocher la case. Une fois que ceci fait, sur la machine, là dans la configuration afficher les détails du matériel standard, il faut aller dans Processeur, dans XML, et sur CPU là, il y a une ligne qu'il faudra rajouter, sera Feature Policy Disable Name Any. N'hésitez pas aussi à changer le CPU pour tomber sur un type de CPU plus simple. Si vous pouvez pas désactiver votre Enix à partir de l'hyperviseur, essayez de le désactiver à partir, si c'est possible, du BIOS ou de l'UEFI, de rétrograder le noyau de Linux et de le désactiver dans le grub, ça peut être possible. Ou d'utiliser une très vieille version de Linux où on peut le désactiver dans la compilation du programme. Bonjour, passionné de la cybersécurité et des hackers blancs. Donc là, un petit message d'introduction. Donc on va expliquer ce que c'est un buffer overflow ou un débordement de tampon. Donc un débordement de tampon de pile, parce qu'il peut y avoir plusieurs débordements de tampon. On peut avoir de piles, de tas, etc. Se produit lorsqu'un programme écrit plus de données dans la pile ce qu'il a été alloué dans le tampon. Cela conduit à l'écrasement de données redondantes éventuellement importantes dans la pile et provoque une termination ou une exécution anormale par écrasement arbitraire du pointeur d'instruction EIP. Et par conséquent permet de rediriger l'exécution. Donc ça veut dire que là, quand on va allouer par exemple un tableau une certaine taille et qu'on déborde, on pourra écraser une certaine instruction dans le code du programme, qui après va être pointé par la pile. Et si elle est capable de manipuler ce code-là, on pourra rediriger cette chose-là en une adresse qui pourra exécuter notre code malveillant. Donc, exemple de programme vulnérable. Avant de compiler le code vulnérable, voyons ce qui est nécessaire pour une exploitation réussie. Si vous redémarrez votre machine pendant l'exploitation, vous devez désactiver la SLR. Donc là, il faut désactiver la protection de randomisation des adresses mémoire. Donc ça, il faut le taper dans notre terminal Linux, sinon on aura des problèmes. Donc faisons-le. Donc on désactive la randomisation mémoire. Donc là, il est bien désactivé. On peut vérifier en faisant sudo cat ceci. Si on a 0, ça veut dire que c'est bon. Donc passons à notre programme vulnérable. Donc là, on a un programme vulnérable. Donc on voit que là, on a une fonction qui s'appelle overflow, qui retourne un entier et qui prend en charge une entrée qui est un tableau en fait. Et ce tableau qui s'appelle buff a une place de 256 caractères. On a un appel de notre fonction qui prend l'argument 1, donc en fait l'entrée du programme, et après qui affiche aussi une chaîne de caractères. Donc on dit qu'ici qu'il n'est pas difficile de voir que le programme ci-dessus peut être piraté par un débordement de tampon. Le programme n'est pas sécurisé. Analysons-le à partir de la fonction main, donc principale. Il appelle la fonction overflow, donc la fonction qui est là. La fonction overflow déclare une variable de 256 octets, donc on voit la buff. Il copie la chaîne de l'entrée, y compris le caractère nul à la fin, vers cette variable. Donc, des fonctions comme read, get, strcopy ne vérifient pas la longueur de la chaîne d'entrée par rapport à la taille du tampon de destination. C'est exactement la condition que nous cherchons à exploiter. Alors, comme il vérifie pas, ou on vérifie pas avant la taille qui a été passée dans strcopy, en fait, on peut déborder dans la pile. Ça, c'est des fonctions normalement qui sont assez... Il faut pas vraiment utiliser. Il y a strncopy qui permet de vérifier la taille, mais strcopy CPI ne vérifie pas la taille. Ce genre de fonction est à proscrire. Alors, on va compiler le programme. Donc, il faut compiler avec l'option le flag Z et exec stack pour exécuter le stack. Et on aura aussi d'autres fonctions, d'autres protections à désactiver. Et on compile en 32 bits évidemment. Donc, faisons ça. Donc, on compile, on regarde si notre binaire est bien là. Le binaire est bien ici. Ça s'appelle vuln. Donc là, ça explique ce que j'ai dit. On a le fno stack protector, ça désactive la protection du compilateur contre les attaques stack machine, donc les attaques sur la pile. Ils sont l'un des scénarios d'exploitation d'une vulnérabilité et de débordement de tampon. Ce type de protection s'entend généralement comme une petite expansion à l'espace de la pile et à placer immédiatement avant l'adresse retour d'un entier généré, une variable de garde ou canary, par analogie l'utilisation d'une grisouille aléatoire dans la mine inconnue de l'intrus. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait?
juste après la chaîne de caractères, il génère un octet aléatoire, par exemple. Il connaît cette valeur d'octet aléatoire. Et si cet octet aléatoire, elle est écrasée par une autre variable ou par un débordement, en fait, il va vérifier la valeur après la chaîne, là, son octet aléatoire. Et si elle a été changée, il va arrêter le programme, il va arrêter l'exécution. Si cette valeur a changé avant le retour de fonction, cela signifie qu'il y a une forte probabilité qu'il y ait des interférences à l'extérieur et que l'adresse a été endommagée et remplacée. Donc c'est bien que je viens d'expliquer. Il est donc nécessaire d'arrêter l'exécution du programme. Alors le Z-exstack, c'est un mot-clé qui signifie que les instructions situées sur la pile peuvent être exécutées. Donc là, ça veut dire qu'on a besoin de ceci pour exécuter notre pile une fois qu'on a repointé dessus avec l'adresse. Le M32 souligne explicitement que nous voulons un exécutable 32 bits. Oui, parce qu'on est sur un système 64 bits. Le programme nécessite la saisie manuelle des entrées. Donc on va nous mettre une entrée avec certains caractères. Tout d'abord, nous pouvons essayer de saisir quelques caractères uniquement pour vérifier l'exactitude et après cela entrer dans un certain nombre de caractères pour faire cracher le programme. Donc on va mettre au début des petites chaînes où on est inférieur au buffer. Donc, la première, elle fonctionne, on a le message qui s'affiche. Le deuxième là, pareil, pas de problème. Et le troisième là, on va dire à Python de mettre plus de 400 caractères en entrée. Vu qu'on a plus de 256 caractères en buffer, hein, ça dépasse les 256, bah, va sûrement cracher. Donc on va vérifier ça. Alors faites attention, Python, par exemple, chez moi c'est Python 3. Et là on a une erreur de segmentation. Donc erreur de segmentation, ça veut dire qu'en fait on a dépassé le buffer de la pile. On a fait un buffer overflow. Là on le sait parce qu'on sait le programme. Hein. Des fois ça peut être un buffer sur la pile, des fois sur le tas, ça dépend, il faut connaître un peu le programme, comment il a été codé, etc. Mais là on sait que c'est ça. On va passer au débugage pour voir exactement ce qui s'est passé. Donc on va exécuter GDB en mode qui sur vul et on va refaire la même technique avec Python. On passe en mode débugage, on l'exécute en lui mettant 400 caractères et là on voit que ça plante et on reconnaît tout notre AAA qui est là et le IP là qui a été écrasé par notre chaîne AAA. Donc les A en hexadécimal c'est 0,41. Alors ça vous pouvez le voir en faisant un man ASCII. Par exemple, si vous faites man ASCII, là vous pouvez voir par exemple que le A majuscule en hexadécimal c'est égal à 41 et là on peut voir tous les caractères qui correspondent, les caractères affichables. Comme vous pouvez voir, en raison de la fourniture de plusieurs A en fait dans le tampon du programme, ça a provoqué un débordement de la pile et ils se sont retrouvés dans le registre EIP. La mémoire tampon a été remplie et dépassée et comme nous pouvons le voir dans le code ci-dessus, à une taille de 256 octets. Nous devons maintenant trouver le décalage pour écraser le registre EIP. Donc petit rappel, donc là on a écraser le registre EIP, mais ce registre-là, en fait, il va sauter à la prochaine instruction, à la prochaine adresse mémoire. Et donc, si on modifie l'adresse mémoire, on pourra sauter où on voudra. Il existe différentes méthodes pour calculer le décalage entre le début, le tampon EIP et les outils de pattern create RB, pattern offset, livrés avec Metasploit. De plus, la création du modèle et l'un des utilitaires PEDA, ils fonctionnent tous les deux de la même manière à créer un motif de chaîne de longueur donnée. En fait, un pattern, c'est qu'il va créer une liste de continue de patterns de, par exemple, pour le 32 bits de X bits qui change tout le temps et on pourra retrouver des morceaux de pattern pour recalculer l'adresse. Donc faisons ceci, créons un pattern de 400 octets, exactement la même longueur qu'on avait injecté. Donc une fois qu'on a ceci là, on copie la chaîne et on va exécuter le programme avec cette chaîne. Là, normalement, sur EIP, on a un morceau de pattern, et avec ce morceau de pattern, on pourrait retrouver l'adresse. Alors, voyons. Donc, il dit, en fonction de la valeur EIP, il est également possible d'identifier le décalage correct. Donc là, nous, on va faire un pattern offset pour le décalage, et on va voir de combien d'octets il est le décalage. Alors, faites attention, hein, parce que si vous n'avez pas désactivé l'ASLR, cette valeur-là, en fait, elle va changer de façon aléatoire. Et la valeur EIP, elle est là, elle est 0x, on prend la valeur entière. Et avec le OX devant là, on fait entrer. Et là, on voit qu'on a un décalage, donc offset de 258 octets. Donc il faut utiliser cette valeur pour créer une nouvelle entrée. Donc il servira de base à notre future charge utile pour exécuter un binaire vulnérable. Donc là, on va essayer de taper pile poil dans EIP. Donc là, on a vu qu'on avait un décalage de 268 octets et qu'on est en 32 bits, donc on a une adresse sur 4 octets. Donc on va essayer de voir si en rajoutant 4 octets c'est bon. Refaisons ceci. Donc pour quitter sur GDB, on fait quitte, on relance,
on redémarre avec Python. Donc on met bien 268 à valeur et on met plus 4 octets pour vérifier si on tape pile poil sa valeur. Hein. A en hexadécimal c'est 41, B ça suit c'est 42 en hexa. Et là, une fois qu'exécuté, on voit qu'on a bien tapé sur la bonne adresse. Le décalage est bon, on a 42, 42, 42, donc BB. Donc on a bien tapé sur le EIP. On peut manipuler le registre EIP, la prochaine instruction qui va être exécutée. Donc parfait, EIP a été écrasé par BBB, nous avons pris le contrôle de l'EIP. Donc là, on va faire identification des mauvais caractères. Donc pour fonctionner, le shellcode ne peut pas contenir de caractères qui serait mal interprété par le programme que vous exploitez, comme une nouvelle ligne par exemple. Ces caractères sont également appelés mauvais caractères comme ceci. Donc on a plusieurs mauvais caractères. En fait, il faut pas les mettre dans notre charge utile, sinon la charge utile échoue. On a l'octet nul, hein, qu'on connaissait depuis longtemps. On a le saut de ligne, on a le retour chariot et on a le saut formulaire. Donc ça fonctionne pas mal. Alors le moyen plus simple de déterminer lequel des caractères sont mauvais dans notre shellcode est de les exécuter. Nous avons besoin de la liste de tous les caractères. Donc là, on a tous les caractères de 0 à FF. Et donc, on peut définir un point d'arrêt dans Overflow. Donc là, directement au début. Et après, on exécute les caractères dedans. Donc, comme on est sur Python 3, il faut utiliser une autre méthode. Sinon, en fait, Python 2, ça marche parce qu'il met les caractères en brut. Mais Python 3 convertit les caractères en UTF-8 et l'encodage est mauvais sur certains caractères. Donc, quittons le programme, refaisons la même chose, mais on peut désassembler Overflow. Alors, on va mettre un point d'arrêt sur Overflow. Donc, vous faites soit break, soit B. Et là, on a mis le point d'arrêt, donc qui est mis sur AD. Donc, il était mis là. Donc là, il faut tester tous les caractères. Donc, on va exécuter Python avec... on va exécuter le programme avec R. On va générer tous les caractères, donc avec Python 3. Et je vais pas utiliser le print parce que sinon ça fonctionne pas. En fait, le print sur Python 3, en fait, ça nous met les codes en UTF-8 et il y a certains caractères qui sont mal interprétés. Au début, on met les nombres de caractères qu'il faut là. Donc on fait 272 moins 256.4. Donc en fait là c'est les 256 plus les 4 adresses de EIP et on fait moins ceci à 272. Donc on va mettre 12 caractères à 41. Comme ça, on saura où retrouver. Dès qu'on verra au début ceci, ça sera bon. On va mettre tous les caractères dessus et à la fin, on répète cette grande chaîne de tous les caractères 25 fois et à la fin, on rajoute comme si on va écraser EIP 42 x 4, donc 4 octets de 42. Donc, 42. On exécute. Une fois que c'est exécuté, là, il faut regarder la pile. Donc pour regarder la pile, là, on va regarder les 1000 premiers octets, donc XB byte c'est par octet, et dans l'adresse EFP plus 500, donc c'est l'adresse plus 500. En fait, on va regarder à l'envers. Hein. Il faut savoir que dans la pile, c'est plus on va dans les adresses hautes, plus on va en arrière, plus on monte en arrière, parce qu'en fait, la pile, comme on a vu dans les vidéos précédentes, la pile c'est l'inverse. Hein. On commence par les adresses hautes et après, à chaque fois qu'on a de nouvelles choses à empiler, ça va vers les adresses basses. Donc ça permettra de voir les 500 caractères avant qu'on été mis, qu'on été empilés. Donc on fait ça. Et on essaye de voir... Donc on essaye de repérer les 41 là qui sont là et là on voit une autre chaîne de caractères et on voit qu'on a des 01, 02, 03, 04, n'a pas 00, ça a été supprimé car elle n'a pas été pris en compte. Donc faut bien mettre le point d'arrêt sinon ça fonctionne pas. Et après pour repérer tous les autres caractères, il faut par exemple on enlève 01 et on redécale, on refait l'exécution, etc. Donc là, c'est bien dit. Après avoir exécuté notre charge utile, le mauvais caractère, on était là. Nous voyons où les X41 se terminent par neutre et commencent les mauvais caractères. Mais si nous regardons attentivement, nous verrons qu'il commence par 0,1 au lieu de 0,0. Donc 0,0, le caractère nul ou l'octet nul a été supprimé. Le caractère ASCII X00 est laissé de côté car il s'agit d'un octet nul. Ensuite, on note ce caractère, on supprime et on ajuste le nombre de X41. Oui, parce que l'X41, il faut que ça suive par rapport à là. Exécutez à nouveau le dump et vous trouverez le prochain mauvais caractère. Ce processus doit être répété jusqu'à ce que tous les caractères susceptibles d'interrompre le flux soient supprimés. Après cela, on a la liste des caractères qui sont écrits dans notre code. Donc,
nous on va pas le faire parce que ça prend du temps, mais on les a déjà ici là. Après ça c'est propre à l'architecture x86, hein. Si vous travaillez sur une autre architecture ou un autre processeur, les caractères peuvent être totalement différents. Alors, le code shell. Essayons maintenant d'exploiter des débordements de tampon en ajoutant la dernière partie, le shellcode, puisque ce programme est compilé sans le bit NX, tax canary. Donc là, on peut exécuter dans la pile et faire un débordement, il n'y aura pas de protection. Nous pouvons écrire notre shellcode directement sur la pile et y revenir. Donc on va écrire sur la pile et on va revenir grâce à EIP, on va repointer au début de notre exploitation et on pourra exécuter ce qu'on veut. Donc j'utiliserai mon shellcode dans l'article sur le shellcoding Linux. Donc là, il faut revenir à l'ancien. Là, si vous vous rappelez plus, il faut revenir sur l'ancien article là ou sur l'ancienne vidéo que j'avais mis là sur le shellcoding où on avait notre shellcode. Donc c'était là le shellcode qui est ici là. Donc c'est sur F.Python. Donc on sait que c'est 25 octets. Au début on met des bits de bourrage, le padding, donc qui va servir à rien. Donc il ne va pas déborder. Et après on va faire déborder sur une lead. Et une fois que ceci sera fait, on va réécrire sur le IP. Donc là le IP c'est juste pour savoir où on va pointer. Donc on va faire ceci. Donc dans le cas la longueur de shellcode est de 25 octets. Ils peuvent être utilisés dans la série des instructions non opérations des NOP. Donc en fait dès qu'on va taper dessus, le programme va se dérouler jusqu'à temps qu'on accède à notre shellcode. En fait ça permet d'être précis, hein. Quand il y a un décalage mémoire et on ne sait pas trop où c'est, on tape sur des NOP et on est sûr que ça s'exécute. Donc avant le début de programme et en mémoire qui dit simplement de rechercher les instructions sur moi la pile, résumons brièvement ce que nous avons besoin pour cela. Vous avez besoin d'un total de 272 octets. Ouais, parce qu'en fait on a l'adresse de retour la 268 et en dessous là on pourra taper dans une petite espace où on pourra mettre notre shellcode. Pour obtenir EIP, nous pouvons utiliser 64 octets supplémentaires de NOP et un octet minimum de 25 pour nos shellcode. Donc là on voit ici qu'on a les adresses basses et adresses hautes. Alors là on voit qu'on commence par ceci, mais la pile elle lit à l'envers en fait. Quand on écrit dans la pile, on commence par EIP, shellcode, NOP, padding. Donc là, padding, NOP, shellcode. Termine code. Donc là on voit qu'on écrit sur la pile comme ça en fait, la plus haute. Donc nous pouvons essayer de savoir combien d'espace nous disposons pour insérer le shellcode. Pour cela nous retournons dans GDB pour exécuter la commande. Et que, en fait, au début, on va écrire. En fait, alors, il faut voir ça dans le un peu bizarre dans la pile. En fait, dans la pile, il va commencer par écrire les adresses les plus hautes aux plus basses. Et le programme va exécuter dans la fonction inverse. C'est pour ça qu'au début, en fait, on écrit le padding là, les adresses les plus hautes. On écrit les NOP, on écrit le shellcode, on écrit le IP. Et en fait, quand le programme va lire notre programme, il va commencer à lire le IP. Il va pointer là sur le padding. Et après, au niveau du NOP, là, hop, ça va aller dessus. Et ça va exécuter le shellcode, ça va reboucler. Maintenant, nous pouvons essayer de savoir combien d'espace nous disposons pour insérer le shellcode, car cela, nous allons nous retourner dans GDB, exécuter la commande suivante. Ouais, comme j'ai dit, en fait, dans l'EIP, on va essayer de pointer dans les NOP. Dans cette variable-là, on aura plus de marge de manœuvre. Donc là, il y a 272, 64, 25, moins 4, comme on l'avait dit là. Donc là, en tout, là, 272. Moins 64 de padding. On a 272 en tout, là. Donc on fait moins 64 de NOP, moins 25 de shellcode. Et là, on a l'adresse EIP qui fait 4 octets. Donc ça, il faut prendre ça en compte. Ceci là, ça calcule le padding. Après, on rajoute le 64 qui est là. Après, on simule notre shellcode qui n'est pas encore mis de 25. Et après, on met l'adresse de retour avec un pattern connu 42. Ok. Donc, mais d'abord, jetons un coup d'œil à l'ensemble de la fonction principale parce que si nous exécutons maintenant, le programme plantera sans nous donner la possibilité de suivre ce qui se passe à la mémoire. Alors, commençons par définir un point d'arrêt. Donc, on va faire un break overflow. Et après, il faut faire ceci. Mais il faut le faire avec notre méthode que j'ai fait parce que ça marche pas avec print. Donc, copier, on oublie de le mettre. Donc on fait Python, on fait l'import système, le système out buffer, write, il remplace le printf, il met ça en brut, après on met ça en byte. Donc au début là on met le padding 0.41, donc on calcule en faisant moins le nopslid, moins les 25 longueurs du shellcode payload, moins l'adresse de retour. Donc on met là. Une fois que ceci est fait, on met l'endroit où on voudra taper, donc dans les nopslid. Et après, on rajoute le shellcode qui fait 2544, donc c'est pas le vrai shellcode. Et là, on met l'adresse où on voudra la remplacer après. Donc voilà. Il faut regarder la pile. On recherche la pile. Donc normalement, on devrait avoir notre nopslid. Donc là, on voit notre nopslid là. Et on va taper. On voit le 41.
Et là, il faut taper dans une adresse qui est là. Alors pour que ce soit plus facile, on peut prendre une adresse où il n'y a que des 90. Et là, on tape par exemple cette adresse-là, là, et ça devrait fonctionner. Hein, ou 268, comme vous voulez. Mais évitez de taper où il y a où il y a d'autres octets qui sont différents. Vous pouvez le faire, mais après vous recalculez à la main, vous reculez l'offset. Donc il faut maintenant choisir l'adresse à laquelle on renvoie l'IP. Et il exécute un octet à partir de cette adresse. Donc comme il dit, voilà l'IP. Là, il doit jumper ici, là, une fois qu'il est nop. Et une fois qu'il jump là, il va lire le shellcode. Donc là, il faut trouver la bonne chose. Donc lui, il a mis 3F, mais nous, on peut mettre autre chose. Et n'oubliez pas que l'adresse est en Little Endian, donc il faut le mettre à l'envers. Donc après avoir sélectionné, ici, après avoir sélectionné la mémoire, donc l'adresse de la mémoire, nous remplaçons notre ici par la saisie de l'adresse saisie à l'envers. Et surtout, il a changé, il a mis le vrai shellcode en plus de là. Donc, avant de ceci, mettons notre vrai shellcode. Donc on copie là. Donc là, comme on voit, on exécute Vul avec Python, avec le bon bit de bourrage, avec les nopleads dont on va taper sur l'adresse, qui va permettre de taper l'adresse dans les nopleads de là. Donc là, on a notre shellcode, et là, on a notre adresse qui va aller dans les nopleads et qui va lire notre shellcode et qui va l'exécuter. Donc exécutons-le comme ça. Et là, est-ce que ça fonctionne? Oui, on a un shell, on fait ID. Ça fonctionne, ou ami, on est bien sur Parrot et par exemple, on regarde la bonne adresse IP, donc c'est 200, 168, 192, 128, 126, 86. Donc là, on est sur la bonne adresse, on quitte. Alors, on peut faire la même chose au niveau de Vul. Donc là, on modifie notre exploit Python. Donc là, il faut qu'il fonctionne sur Python 3. Hein. Sur le blog de Cocomelon, il fonctionnait que sur Python 2. Donc là, on fait un apport système. Là, tous les trucs, là, tous les octets qu'on va injecter, il faut le mettre en format brut, donc en format byte, octet, donc on met B devant, B aussi sur le PyDin, B sur le noplead. Donc là on aura notre checkcode, le PyDin, notre nop, et là on aura l'adresse de retour à modifier, évidemment. Hein. Nous c'était bien FF D358, mais il faut la remettre à l'envers en Little Endian, donc en 58 D3 FF. Et après il faut bien l'écrire avec système stdout buffer write PyDin nop shell EIP pour que ça fonctionne. Donc une fois que ceci est fait, on va l'exécuter avec Python Vul et voir que ça fonctionne. Et là, on voit que ça fonctionne. Donc comme vous pouvez le voir, nous mettons nos shellcodes qui est 25 octets au milieu des NOP et tout fonctionne parfaitement. On peut faire la même chose avec un shellcode inversé. Donc à titre expérimental, j'ai essayé de mettre un autre shellcode dans mon message. Donc en fait, sur le cours d'avant, là, on avait fait un shellcode inversé. Donc pour reprendre le fichier, le super shellcode, et dessus on peut inverser sur le TCP, donc le localhost 127.1.1.1 et sur le port 444, nous allons répéter les mêmes étapes avec les NOP. Et plus grande de 96 octets car mon shellcode est de 74 octets. Ouais, en fait, plus le shellcode est haut, plus il faut taper haut au niveau des shellcodes. Donc on va répéter les mêmes procédures et il faut récupérer le shellcode PICH. Donc avec Python, super code, on va exécuter, on va prendre notre payload, donc notre charge utile, on va faire Python 3, et là on a notre charge utile qui est là. Donc ça, il faut la sauvegarder quelque part. Hein. Une fois que ceci est fait, on recommence notre vulnérabilité, donc on va essayer de refaire notre vulnérabilité, de revoir où se trouve le noplead, l'adresse, qu'on va utiliser pour pointer sur EIP sur l'adresse noplead. Donc on fait gdb get ensemble breakpoint sur overflow. Là on fait le breakpoint sur overflow. On recommence notre Python là, mais nous avec notre write avec les valeurs un peu plus grosses. Là on est à donc là, on va régénérer notre noplead. Donc alors là, le problème, c'est qu'on n'utilise pas, on utilise un port. On va faire un port système. Donc là, on n'utilise pas le print de Python 3 parce qu'en fait, il est incompatible avec le en UTF-8. Donc en fait, les nopleads vont pas passer. Donc c'est pour ça que j'utilise buffer write. Donc là, on a modifié le nombre de nopleads qui a été mis plus grand. On a une plus grande marge de manœuvre. Car en fait, le problème, c'est qu'on a un shellcode qui est plus grand aussi. Donc une fois que c'est bon, on tape entrée. On regarde la pile et on regarde et on voit des nopleads. Donc là on voit 41 et là on voit nos nopleads. Et on peut prendre une valeur qui est là, par exemple la première là, qui est FFFF D3 8. Donc là on pourra mettre 08 D3 FFF.
Donc 3, copier, coller. Donc on va prendre celle-là. Et après, on pourra exécuter ceci, une vulnérabilité, pour voir si le reverse shell fonctionne. Mais avant de faire ceci, il faut mettre l'écouteur dans l'autre sens. Donc faisons ceci. Donc sur le côté droit, on met notre écoute en NCLVP, donc 4444. Et là à gauche, on va mettre notre vulnérabilité. Donc on injecte notre vulnérabilité avec Python, avec pas print, parce que ça fonctionne pas grâce à l'UTF-8 qui fout la merde. Donc on fait ça avec Write. Au début, on met notre PID, après on met notre lead, on met notre charge utile et on met notre adresse de retour qui va taper sur nos PID et qui va exécuter après notre reverse shell. On fait entrer et là on voit que notre connexion est unifiée. Donc on fait par exemple ID ou IPA et ça fonctionne. Alors des fois ça peut planter. Il faut des fois redémarrer complètement la machine, ce qui m'est arrivé plusieurs fois de faire. Donc là, tout fonctionne parfaitement. Comme je dis, il s'agit d'un cas pratique à des fins pédagogiques et c'est pas pour faire des choses malveillantes. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à faire des retours dans les commentaires, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour aller voir les nouvelles vidéos et que ma chaîne de YouTube ait plus de visibilité.